Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Il est président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. C'est donc un expert de la francophonie, un défenseur de la langue française que nous accueillons à TVL. Il est aussi par ailleurs essayiste et aussi expert en géopolitique. Bonsoir Ilyes Zouari. Bonsoir Monsieur Bild. Monsieur Zouari, commençons si vous le voulez bien par un état des lieux. Qu'est-ce que le monde francophone en 2022, presque en 2023 ? Alors, je vous remercie d'abord déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, pour répondre à votre question, le monde francophone, pour prendre une définition simple et de bon sens, c'est tout simplement l'ensemble des pays et territoires à travers le monde dans lesquels on peut vivre en français. Donc, français, langue soit officielle, seule ou avec d'autres langues locales, et donc langue qui est massivement utilisée dans les médias, par l'administration, pour faire des affaires, dans l'enseignement. Donc au total, cet espace s'étend sur une superficie d'environ 16 millions de kilomètres carrés, 16,3. C'est l'équivalent en fait de 4 fois à peu près la superficie de l'Union européenne tout entière. Contrairement d'ailleurs à ce que nous montre la majorité des cartes géographiques en circulation, qui ont tendance à rapetisser considérablement cet espace, les pays du Sud plus globalement. Et donc en fait, c'est un espace qui est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Et cet espace regroupe aujourd'hui environ 536 millions d'habitants début 2022. Et donc, on serait aujourd'hui sur du 550 millions d'habitants. C'est d'ailleurs l'espace qui croît le plus rapidement au monde. On a une croissance d'environ 2,3% par an. C'est le plus dynamique. Et cet espace connaît donc une émergence démographique importante qui se manifeste d'ailleurs par le fait qu'il a dépassé, il y a en 2012 à peu près, l'espace hispanophone, 470 millions d'habitants à peu près aujourd'hui, et qu'on a dépassé également l'ensemble de l'Union européenne, Royaume-Uni, donc l'Union européenne dans ses frontières avant le Brexit, qui aujourd'hui est à 515 millions d'habitants. Donc, voilà. Alors ce monde francophone, si je vous saisis bien, c'est vivre en français. Par contre, vous considérez par exemple que le Liban n'est pas un pays francophone, mais un pays francophile. Ah oui, voilà. Le distinguo, c'est... Tout à fait. Il faut pas. Alors, je suis toujours très précis dans les chiffres que je donne et dans les définitions que je donne. Il ne faut pas confondre pays francophones, où on peut vivre en français, et pays dans lesquels il y a beaucoup de communautés ou beaucoup de personnes qui sont capables de parler français, même parfois très bien, comme au Liban, ou comme également en Roumanie, ou en Guinée-Bissau, en Afrique, et ainsi de suite. Parce que dans ces pays-là, vous avez des gens qui parlent français, d'accord, mais l'administration ne fonctionne pas en français. Donc, si vous voulez vivre dans ces pays-là, comment faites-vous ? En français, ce n'est pas possible. Il faudra le faire en langue locale ou alors en anglais. Et donc être accompagné toujours d'un traducteur. Voilà. Les médias, pareil, ne sont pas en français, en tout cas très majoritairement. Pareil pour faire des affaires. Les affaires ne se font pas en français ou très marginalement. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas réellement vivre et s'épanouir en français dans ces pays-là. Contrairement aux pays qui sont véritablement francophones, comme ceux du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, dans lesquels également on peut vivre en français aujourd'hui. Voilà. Et cet ensemble-là, au total, dans sa définition géographique aussi la plus stricte, en tenant compte que des parties francophones de la Belgique, donc sans la Flandre, francophones de la Suisse et francophones du Canada, on est justement à 550 millions d'habitants à peu près aujourd'hui. À Ilyes Zouari, j'ai bien retenu cet espace qui regroupe 550 millions d'habitants, mais les médias, je regardais ces chiffres-là, évoquent eux souvent le chiffre de 300 millions de francophones. 300 millions de francophones, vous avancez le chiffre de 550 millions. Comment expliquer une telle différence de chiffres? On est quasiment du simple au double dans la réalité. Vous faites bien soulever ce point qui est très important. D'ailleurs, je ne cesse depuis des années de revenir sur ce point, car il est très trompeur. En fait, il faut bien comprendre à quoi correspond le chiffre avancé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce chiffre, en fait, ne correspond qu'aux personnes à travers le monde qui ont une connaissance une maîtrise au moins assez bonne du français à l'oral et à l'écrit. Et cette définition-là exclut, de fait, environ les 2/3, par exemple, des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire, ou les 3/4 des Sénégalais, ce qui est totalement absurde. D'un point de vue géopolitique, bien évidemment, ça ne correspond à aucune réalité. D'un point de vue économique non plus, ni même social, puisque dans ces pays-là,
même si vous avez une partie de la population qui ne maîtrise pas encore très bien le français, en réalité, tous utilisent le français à différents degrés dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que dans leur rapport avec l'administration, pour regarder la télévision, pour faire des affaires, etc., ou encore les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est une définition, il faut bien comprendre d'abord à quoi correspond ce chiffre indiqué par l'OIF, et qui, s'il est repris systématiquement sans bien préciser le sens, a tendance à dévaloriser considérablement l'espace francophone aux yeux de nos compatriotes, et donc à les tromper sans le vouloir involontairement. J'ai une autre question aussi, c'est que le nombre de personnes disposant donc de la maîtrise de la langue française, et vous le dites en expansion, vous avancez le chiffre de plus de 2,3% par an, vous venez de nous l'indiquer à l'instant. Et sans mettre en doute cela, je n'avais pas ni les capacités ni les outils, je me dis, est-ce qu'on dépasse en nombre de personnes ceux qui maîtrisent la langue espagnole, ça a l'air clair, la langue anglaise, le mandarin, l'hindi, on est loin de tout ça encore, non? Alors, en ce qui concerne la langue anglaise, déjà la particularité de l'espace francophone par rapport aux autres espaces que vous avez cités, c'est que la plupart des locuteurs de français dans le monde, qui le parlent bien ou pas très bien, l'ont en tant que langue seconde, en plus de leur langue maternelle. C'est le cas le plus souvent en Afrique. Voilà. Mais ce qui n'en fait pas pour autant des francophones de moindre valeur que les autres, puisque tous les Africains qui habitent dans les pays francophones sont en réalité de vrais francophones. Voilà. Et donc, contrairement aux autres espaces linguistiques qui, eux, l'ont le plus souvent comme langue maternelle. C'est le cas de l'espace hispanophone. Voilà. Alors, si on tient compte donc de l'ensemble des populations de l'espace francophone, on a bien évidemment dépassé l'espace hispanophone, comme je l'ai dit. Le mandarin, aujourd'hui, on est au total, on est autour d'1 milliard à peu près. Bon, ça dépend si on cumule ceux qui l'ont pour langue maternelle, les langues secondes ou non. Mais d'après les statistiques, les projections démographiques d'ici à la fin du siècle, on s'attend à une baisse très importante de la population chinoise. Et parallèlement à cela, on s'attend à une forte augmentation de la population du monde francophone qui devrait atteindre environ 1 milliard d'habitants en 2060 à peu près. Tout en sachant qu'à ce moment-là... l'Afrique. Voilà, tout en sachant qu'à ce moment-là, sur ces 1 milliard, essentiellement africains, l'écrasante majorité d'entre eux parleront très bien français, puisque le pourcentage de ceux qui maîtrisent bien le français dans les pays francophones du Sud va en augmentant, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, ces chiffres et cette situation entraînent quand même des situations à nouveau complexes et contrastées. Albert Camus avait eu cette phrase, ma patrie est la langue française. Ma patrie est la langue française. Et aujourd'hui, le monde francophone n'est-il pas enclin à penser que la France et ma patrie, d'où le nombre important de touristes francophones en France, mais aussi, il faut bien le dire, c'est une situation qui est complexe et difficile, le nombre d'immigrés, notamment africains, qui viennent en France parce que ma patrie, c'est celle où il y a la langue française. Et la France, il n'y a pas de barrière de langue puisque je parle comme en France. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un revers de la francophonie? Alors, vous avez raison de soulever ce point qui est très important. D'abord, il ne faut pas croire que la langue soit le seul élément qui incite les gens à venir en France ou en Europe. On prend l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, en 2015-2016, accueille environ 1 million de personnes, de migrants venant d'Orient, d'Extrême-Orient, des Syriens, des Afghans et ainsi de suite. Aucun d'eux ne parlait allemand naturellement. Pareil, la Suède, on a reçu beaucoup, personne ne parlait suédois. Voilà. Donc, et aujourd'hui, quand on regarde les flux migratoires vers la France, on s'aperçoit, notamment ceux en provenance d'Afrique, qu'il y a beaucoup de gens, de personnes, notamment ceux qui traversent illégalement la Méditerranée. On s'aperçoit que la majorité d'entre eux viennent de pays anglophones, en fait, d'Afrique, et pas francophones. Toujours est-il qu'il est vrai que le fait d'avoir une langue commune incite un certain nombre de personnes à venir en France. Et même si la majorité des migrants africains se déplacent à l'intérieur du continent africain, il suffit qu'il y ait 10 ou 15% qui viennent. Si c'est sur un total de plusieurs dizaines de millions, ça fera quand même des chiffres importants vers nous. Mais il ne faut pas oublier une chose. Notre intérêt à nous, en tant que Français, francophones globalement, c'est de faire en sorte de diffuser le plus que possible notre langue, notre culture dans le monde. C'est une question qui relève de nos intérêts stratégiques, économiques, géopolitiques, culturels. On pourra y revenir un petit peu après si vous voulez. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire en sorte d'établir un cadre, de mettre un cadre juridique qui permette bien évidemment d'éviter toute déstabilisation de notre société. Le problème ici, comme je dis souvent, c'est que nous devons réconcilier nos compatriotes avec la francophonie et arrêter de faire penser que s'intéresser au monde francophone et à la diffusion de notre langue signifie qu'il faille forcément ouvrir nos frontières ou accepter des migrants.
Je rappelle d'ailleurs qu'il suffit de regarder, en fait, le problème de la France, c'est que depuis quelques années, ou même quelques décennies, il y a une sorte d'idéologie qui a pris le pouvoir mondialiste et selon laquelle être moderne, être ouvert sur le monde, c'est forcément laisser tout le monde s'installer, regroupement familial, ne pas expulser systématiquement les délinquants, les auteurs de crimes et ainsi de suite. Tout cela est faux. D'ailleurs, il suffit de regarder la Chine ou le Japon. Ce sont des pays qui n'ont aucune leçon à recevoir du reste du monde en matière d'ouverture sur le monde, et pourtant, ils sont très loin d'appliquer le laxisme et les lois donc, que nous avons ici, sur notre territoire. Voilà, donc il faut s'intéresser au monde francophone, diffuser notre langue, et dans le même temps, rien ne nous empêche de contrôler, de réduire drastiquement l'immigration, par exemple de revenir sur le droit du sol. Je considère que c'était une erreur. Vous réfutez l'idée que la langue soit une pompe aspirante d'immigration. C'est un élément qui encourage, mais si de notre côté, nous mettons en place les mesures, nous prenons les mesures qui s'imposent pour éviter que cela se traduise par une immigration de masse, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. En tout cas, ou alors marginal, de manière marginale. Mais le problème, c'est qu'en France, nous avons tout fait depuis quelques années pour nous empêcher d'avoir un contrôle sur les flux migratoires. Donc, on multiplie les pompes aspirants, que ce soit avec le droit du sol ou avec d'autres droits, ou encore avec le fait, avec cette incapacité que nous constatons depuis des années, à expulser, par exemple, les auteurs de crimes, les délinquants. On nous dit que c'est impossible, alors que, comme je cite souvent l'exemple des pays du Golfe, les pays du Golfe n'ont aucune difficulté à expulser l'intégralité des personnes indésirables sur leur sol, pour la simple raison que les pays émetteurs d'immigrés savent très bien qu'on ne peut pas jouer, entre guillemets, avec eux. Si on ne respecte pas les pays du Golfe dans leur volonté, dans les décisions qu'ils prennent, la réaction est immédiate, sans préavis et parfois même rétroactive. Je reviens toujours sur cette langue française. Vous en donnez le sentiment d'une bonne santé. Est-ce que ce n'est pas quand même gâché par le fait que ce français cesse d'être la langue de travail de nombreuses organisations internationales? On voit les documents du Parlement européen qui sont en anglais. On voit un chef d'État français s'exprimer de plus en plus en anglais. Est-ce que ça, ce n'est pas le signe soit d'une disparition programmée de la langue française ou au moins d'un mauvais état de santé, un bouton de fièvre? Alors, la langue française n'a jamais été autant parlée qu'aujourd'hui dans le monde. Mais le problème, c'est que le pays qui est censé être, qui est censé jouer un rôle très important de premier plan pour accompagner cette progression, voire même l'amplifier, ne joue absolument pas son rôle. Donc la France, effectivement, est dirigée depuis plusieurs années par des personnes qui ne sont pas du tout à la hauteur. Emmanuel Macron en est un parfait exemple. Je peux vous citer, par exemple, l'exemple du parquet européen qui a été créé en octobre 2020 et dont la seule langue officielle est l'anglais, de travail est l'anglais, alors qu'il aurait suffi d'un simple claquement de doigts pour empêcher cela. Emmanuel Macron ne l'a jamais fait. La Cour des comptes européenne, depuis octobre 2021, l'année dernière, a décidé de ne travailler également plus qu'en anglais, alors que une simple protestation aurait suffi pour empêcher cela, on ne l'a pas fait. Donc il y a vraiment rien n'est fait au plus haut sommet de l'État en France pour défendre les positions actuelles de la langue française et donc, in fine, pour en encourager, en faciliter la diffusion. Et d'ailleurs, ce qui est regrettable au niveau des valeurs, notamment dont je parlais tout à l'heure, la langue, ce n'est pas seulement des débouchés commerciaux ou géopolitiques ou des perspectives d'influence en matière géopolitique, c'est aussi des valeurs. Je sais souvent l'exemple de la burqa. Beaucoup de pays dans le monde, au territoire, ces dernières années, ont posé des restrictions sur l'usage de la burqa, interdiction totale ou partielle. Mais on s'aperçoit que tous les premiers pays au monde à l'avoir fait étaient des pays francophones. Et c'est eux qui ont ouvert la voie aux autres pays. La France, la Belgique, le Tchad, le Congo-Brazzaville, ou encore les pays du Maghreb qui ont posé des restrictions partielles. Voilà. Ou encore, on a l'exemple du Québec, en Amérique du Nord. Seul territoire en Amérique du Nord à l'avoir fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret qui montre à quel point la diffusion de la langue française, c'est aussi celle des valeurs que nous défendons. Voilà. Et plus la langue française progresse dans le monde, plus les obscurantismes religieux régressent. Alors qu'à l'inverse, plus l'anglais progresse et plus les obscurantismes progressent également. Voilà. Dernière toute petite question, on va parler du peuple acadien, parce que vous avez lancé un cri d'alarme et vous êtes venu nous en parler, on va en parler évidemment tout de suite. Quel est le regard que porte ce monde francophone sur cette France qui déconstruit sa langue actuellement, qui ne la respecte plus souvent? Le monde francophone, en tout cas les visiteurs qui viennent nous rendre visite en France, qu'ils viennent du Québec, d'Acadie ou d'Afrique francophone ou d'ailleurs, sont extrêmement choqués de voir ce qui se passe en France, parce qu'ils voient en France des comportements qu'ils n'ont pas dans leur propre pays. Quand on voit le pourcentage d'enseignes commerciales à Paris qui sont en anglais, il
vous ne retrouverez jamais ce pourcentage dans les autres pays francophones du monde, à l'exception des pays francophones d'Europe, qui est la partie la plus sinistrée de l'espace francophone. Malgré la loi. Malgré la loi, mais qui elle-même est largement, bien moins ambitieuse que les lois québécoises, par exemple. Donc, et malgré cela, on n'arrive pas à la faire appliquer par manque de volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a un problème de justice, d'état de droit. Les lois existent et les tribunaux français, dans leur écrasante majorité, refusent d'appliquer la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que ça signifie que nous ne sommes pas un État, il n'y a pas d'état de droit en France. Voilà, et c'est le même problème d'ailleurs que nous rencontrons dans bien d'autres domaines, délinquance, etc., malheureusement. On voit aussi quand même que c'est la disparition de cette langue attachée à la notion de littéraire ou d'instruction. On peut le symboliser par un pape. Je veux dire, voilà, les papes parlent français, le pape Benoît XVI parle français couramment, le pape François, non. Oui, ou l'évite en tout cas, de le parler, effectivement. C'est regrettable. D'autant plus que le français est censé quand même être une des langues quasi officielles du Vatican, en tout cas celle qui a priori devrait être privilégiée dans leur communication vers l'extérieur. Effectivement, avec ce nouveau pape, les choses ont un petit peu changé, mais cela vient effectivement essentiellement de l'attitude de la France elle-même. La France elle-même, la France officielle, ne défend absolument pas le français à l'étranger, ne rate aucune occasion pratiquement d'éradiquer le français pour le remplacer par l'anglais. Et donc, il n'est pas à s'étonner de voir que d'autres pays, que des voix s'élèvent dans d'autres pays, même francophones, pour dire, écoutez, les Français eux-mêmes ne veulent pas défendre le français, donc pourquoi nous-mêmes devrions-nous le défendre? Voilà. Alors, la disparition qui est programmée, celle qui nous amène à faire un cri d'alarme, c'est celle du peuple acadien. Dans la carte du monde francophone, l'Acadie du Nouveau-Brunswick est appelée à s'effacer, dites-vous. Alors, clairement pour les téléspectateurs, l'Acadie, de quoi parle-t-on? Alors justement, c'est un cas très intéressant. Alors l'Acadie, c'est une partie du Canada actuel, mais qui ne doit pas être confondue avec le Québec. Donc à l'époque où le Canada était français, pour faire très simple, parce que l'histoire est très complexe, donc l'Acadie était une des 4 ou 5 colonies françaises d'Amérique du Nord, avec le Canada, Québec en gros, la Louisiane, Terre-Neuve, voire la baie d'Hudson. Voilà. Et ce territoire-là, par la suite, donc, recouvre les provinces actuelles maritimes du Canada, donc du sud-est du Canada, qui sont bordées par l'océan Atlantique, et qui s'appellent le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Voilà. Et donc, aujourd'hui, donc, le terme Acadie ne recouvre pas un territoire clairement défini, de manière administrative. Ça a été remplacé par 3 provinces. Et à l'époque où ce territoire était français, la majorité des Acadiens, qui étaient donc les premiers Français à s'être installés là-bas, habitaient dans ce qui correspond aujourd'hui à la Nouvelle-Écosse. Et ensuite, lorsque le territoire a été perdu, ça s'est fait en plusieurs étapes, il y a eu un déplacement de cette population qui s'est déplacée vers l'ouest pour s'installer dans ce qui correspond aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc à proximité, là on est toujours dans les maritimes au Canada. Alors l'histoire acadienne, du peuple acadien est très intéressante parce que ce sont des personnes d'origine française, majoritairement d'ailleurs d'origine poitevine, à peu près pour la moitié d'entre eux, voire plus, contrairement aux Québécois qui, eux, viennent d'un peu partout en France. Mais ces francophones-là, ces Français d'Amérique, ces francophones, ont développé une identité distincte de celle des Québécois. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur parcours. Leur parcours a été particulièrement mouvementé. C'est l'histoire, en fait, celle des Acadiens, l'histoire d'un peuple qui a une histoire très difficile, très malheureuse bien souvent, mais qui a toujours, malgré les circonstances, été très attaché à son identité, à sa langue, à sa religion et à sa mère patrie, quelles que soient les épreuves qu'il a traversées. Et c'est en cela que ça rend ce peuple unique et particulier. Voilà. Donc, pour faire simple, je ne sais pas si on a le temps de parler un petit peu de l'histoire rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Donc, les francophones donc, de l'Acadie étaient en Nouvelle-Écosse. En 1755, les Anglais, ce territoire, donc Nouvelle-Écosse, c'est une petite partie plutôt de l'Acadie, en 1713 était devenue anglaise. Ils sont restés donc sous autorité anglaise, mais en veillant à garder leur langue et leur religion. Et puis en 1755, il y a eu ce qu'on appelle le Grand Dérangement. C'est un peuple qui a vécu une épuration ethnique. Les Anglais ont décidé de chasser tous les Acadiens de l'Est du Canada, et on estime que sur les 15 000 à peu près Acadiens qu'il y a eu, environ 8 000 sont morts, de différentes manières, soit par maladie, malnutrition, exécution ou naufrage.
Voilà, ils ont été véritablement pourchassés pendant des années et seule une petite partie d'entre eux a pu par la suite, plusieurs années après, revenir sur place, mais cette fois pas en Nouvelle-Écosse, mais au Nouveau-Brunswick, pour la simple raison que la Nouvelle-Écosse avait été occupée intégralement par les Britanniques et les colons britanniques. Et entre-temps, les Acadiens qui étaient des agriculteurs sont devenus des pêcheurs puisqu'ils n'avaient pas accès aux meilleures terres du Nouveau-Brunswick. Ils ont vécu par la suite plusieurs décennies de discrimination. Ils n'ont eu le droit de vote, par exemple, qu'en 1810, le droit à être élu, à se présenter qu'en 1830, et le droit d'avoir des écoles françaises, francophones et catholiques en 1858, au Nouveau-Brunswick. Voilà. Mais dans le même temps, il y avait un moteur, un élément qui était très important, c'était leur croissance démographique. Ils ont réussi à rattraper le terrain, récupérer le terrain perdu petit à petit. Ils étaient en 1871 au premier recensement de la Confédération canadienne, ils représentaient 15% de la population du Nouveau-Brunswick. En 1951, ils ont atteint la barre de 36%, grâce à leur fécondité qui était très élevée. Et cette fécondité élevée leur a permis donc de retrouver notamment de s'affirmer culturellement et d'imposer le principe de l'égalité des deux communautés linguistiques anglaises et francophones au Nouveau-Brunswick. Mais malheureusement, ce principe est maintenant remise en cause de plus en plus. Donc pas de frontières naturelles, on l'a bien compris. Voilà. Et là, vous dites, l'objectif pour rétablir un taux de natalité, de fécondité qui permette la survie du peuple acadien, il doit être de 2,7 enfants par femme. C'est le double du niveau actuel. Comment fait-on? Alors je vois très bien comment on peut faire, justement, mais il faut faire fort. Disons que ce n'est pas la seule mesure à prendre. Disons que dans l'absolu, si rien au niveau juridique ne change, c'est vrai que les Acadiens du Nouveau-Brunswick sont condamnés ad vitam aeternam à avoir une forte fécondité, tant qu'ils n'auront pas de frontières et de territoires dans lesquels ils sont maîtres, dans lesquels ils peuvent établir les lois qu'ils désirent, comme les Québécois par exemple. Voilà. Donc en tenant compte de l'immigration massive qui existe au Canada et qui va d'ailleurs augmenter dans les années prochaines, l'initiative de M. Trudeau, hélas, et en tenant compte également du taux d'assimilation qui atteint peut-être le 6e de la nouvelle génération à peu près, ce qui est assez important, et bien effectivement, les Acadiens, pour remplacer tout cela, devraient avoir une fécondité beaucoup plus importante. Ils ont une fécondité qui est une des plus basses au monde aujourd'hui, 1,4, 1,3, ce qui est dramatique. Il faudrait arriver à 2,7 à 2,8. Mais bon, malheureusement, vous prenez acte d'ailleurs que ça ne pourra pas se faire. Hein, voilà. Et donc vous dites, j'ai une solution alternative. Alors la solution alternative, pardonnez-moi de vous dire qu'elle laisse quand même un peu pantois, et puisqu'il s'agit de... écoutez, je lis tout simplement, il faudrait 40% d'immigration francophone. Et là, je me dis, à nouveau, c'est toujours Albert Camus qui parle, ma patrie et la langue française, sans tenir compte des identités. Tout à fait. Parce que 40% d'immigration pour le peuple acadien, une immigration francophone, mais qui viendra essentiellement soit d'Europe, soit d'Afrique, nous sommes bien d'accord, c'est quand même un grand changement, et c'est un peu un grand remplacement. Alors, en ce qui concerne le peuple acadien, donc malheureusement, nous, pays occidentaux aujourd'hui, la question de la natalité est tabou, malheureusement. Donc les Acadiens eux-mêmes aujourd'hui, la seule solution qu'ils présentent, c'est l'immigration. Ils ne parlent que de cela. Personne n'ose parler de natalité, hélas. Je suis peut-être le seul à le faire, en tout cas dans les médias, dans les articles que je fais qui sont publiés là-bas, et je remercie d'ailleurs le journal Acadie Nouvelle au passage. Mais donc eux-mêmes ne parlent que de l'immigration. Mais effectivement, donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait une immigration francophone beaucoup plus importante au Nouveau-Brunswick. Parce que parallèlement à cela, il y a une immigration anglophone, ou qui le sera, très importante. Mais il ne faut pas se tromper un petit peu sur les choses. L'immigration francophone aujourd'hui, même s'il faut l'augmenter de manière massive, elle peut l'être à partir de France ou des pays européens francophones. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui les statistiques en matière d'immigration qui existent au Nouveau-Brunswick, sur les 5 dernières années, 2016-2021, entre les 2 derniers recensements, il n'y a eu qu'environ 400 Français uniquement qui se sont installés et qui étaient toujours en 2021 au Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire seulement 2,5% d'immigrés français parmi le total des immigrés installés au Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça veut dire quoi, Elias Souhari, que vous êtes venu ici voir les téléspectateurs de TV Liberté en leur disant « Vous êtes téléspectateurs de TVL, venez au Nouveau-Brunswick ». En fait, c'est un peu plus complexe que cela. En réalité, pour aller vite, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de développer les choses, aujourd'hui, le vrai problème des Acadiens, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'immigration. L'immigration, qu'on le veuille ou non, sera faite car le gouvernement fédéral a malheureusement imposé des niveaux très élevés à l'ensemble du Canada. Donc on sait qu'il y aura beaucoup d'immigrants qui vont déferler sur le Nouveau-Brunswick dans les années qui viennent. Et ça commence déjà d'ailleurs. Les peuples acadiens, pour ne pas subir cette immigration, il faut qu'ils puissent la choisir. Donc il faut qu'ils aient un pouvoir en la matière.
Donc il faut que les Acadiens, que le Nouveau-Brunswick plutôt, négocie avec le Canada pour obtenir des droits élargis en matière d'immigration, un pouvoir en matière d'immigration comme le Québec. Ce que d'ailleurs l'immigration choisie. Voilà, il faut déjà que le Nouveau-Brunswick ait le droit lui-même de choisir, de sélectionner sa propre immigration, qu'elle soit francophone ou anglophone. Mais pour cela, il faut qu'il demande au fédéral d'avoir les mêmes droits que le Québec. Or, le Nouveau-Brunswick refuse depuis toujours de demander au Canada fédéral d'avoir la possibilité, les outils pour contrôler lui-même son immigration, alors même que d'autres provinces anglophones du pays le demandent. Il en fait encore, il y a une lettre ouverte récemment en juillet dernier, 4 provinces anglophones, des grandes provinces, qui ont demandé, c'était la veille d'ailleurs d'une réunion des ministres des ministres de l'immigration provinciaux au Nouveau-Brunswick. Sauf que le Nouveau-Brunswick ne le demande pas. Pourquoi? Parce que la majorité anglophone qu'il y a au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, est farouchement anti-francophone. On a Blaine Hicks, qui est aujourd'hui le Premier ministre au Nouveau-Brunswick. Il a même, c'était à l'origine d'ailleurs une personne qui, il y a plusieurs années, militait pour l'abolition du bilinguisme. Le mois dernier, il a dit que le poste de commissaire aux langues officielles, qui est une personne chargée de faire respecter les droits des francophones et des anglophones de la province, était néfaste. Et il a même d'ailleurs, le mois dernier, nommé dans son ministère l'ancien chef du parti Les gens du Nouveau-Brunswick, qui est un parti anglophone radical, anti-francophone, anti-bilinguisme, et qui a un pasteur d'ailleurs à sa tête, qui fait partie un peu de la branche fanatique, je dirais, des protestants. Ils ne sont pas tous bien évidemment ainsi, mais il y a toujours une branche malheureusement assez fanatique en Amérique du Nord, du côté anglophone. Voilà, donc il faut que le Nouveau-Brunswick ait la possibilité de choisir, ce qui donnera la possibilité aux Acadiens de choisir effectivement et d'entreprendre des actions de promotion à l'étranger et de sélectionner les immigrants francophones selon leurs besoins. Et notamment en France, on a un gisement qui est considérable, 400 Français en seulement 5 années, avouons que c'est ridicule. Donc voilà. Si j'ai bien compris, en définitive, ce que vous venez de nous dire, c'est que c'est au peuple acadien francophone de se rebeller, qu'il dispose de son destin ou pas, et que ce destin, s'il ne passe pas par la natalité, s'il ne passe pas par le choix d'une immigration francophone choisie, c'est la disparition du peuple acadien. Voilà, effectivement, si rien n'est fait, le peuple acadien, ça va disparaître exactement comme les Louisianais auparavant. Donc là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure que le Québec. Le français est solide au Québec. Je n'ai jamais fait partie de ceux qui crient au loup en permanence au niveau du français au Québec. Mais au Nouveau-Brunswick, le peuple, effectivement, qui n'a pas de frontières, qui ne fait plus d'enfants, va forcément disparaître. Donc d'où l'importance pour lui d'avoir plus de pouvoir politique, mais qui ne passera en réalité que par l'obtention un jour d'une province acadienne. Donc les Acadiens n'auront pas leur propre province. C'est d'ailleurs un projet qu'ils avaient eu jusqu'aux années 70, mais qu'ils ont abandonné. Ce fut, à mon sens, la plus grave erreur qu'ils aient faite. Voilà, il faut qu'ils gardent en tout cas ce projet, cette idée en tête de créer un jour une province qui leur permettra d'établir les lois sur leur propre territoire pour pouvoir rester et maintenir leur présence à long terme. Voilà. Des frontières naturelles maintenues, créées et maintenues, une natalité en hausse et une immigration que l'on choisit. Voilà des pistes pour la Nouvelle-Acadie, pour l'Acadie et pour d'autres nations aussi. Merci Iles Zouari d'être venu défendre ce bout du monde où l'on parle français. Tout à fait, merci.